Bonjour à tous, Franck Muller sur Lyon. Nous sommes le mardi 8 octobre. Merci pour toutes les vues et les nombreux partages sur ma vidéo précédente qui était consacrée un petit peu à l'atmosphère de quartiers qui sont abandonnés par leurs élus. Il y a carrément maintenant des combats de rue qui sont organisés. Il y a des fiestas aussi, 40 ou 50 personnes qui toute la nuit font la bringue. Et lorsque vous avez le malheur de vous plaindre, on vous menace de mort. Voilà, donc il y a eu des témoignages sur des télévisions locales, BFM Lyon pour ne pas la citer, pour une fois, qui a déjà abordé les problèmes de rodéo en centre-ville, les problèmes de rodéo dans le quartier de Gerland, et donc les problèmes d'insalubrité, de verres cassés, de seringues qui traînent dans les squares pour enfants, de personnes sous l'emprise de boissons alcoolisées qui s'en prennent aux passants et aux habitants. Voilà. Donc c'est un grave problème. On laisse tout faire. Et ça se reproduit certainement dans beaucoup de centres-villes. Voilà. On va passer au fameux... Bon, il y a eu un incendie à Lyon ce matin, à Villeurbanne, en banlieue. Ce sont surtout des bureaux, petite fabrication, un bâtiment qui abritait une cinquantaine de startups, évidemment. Il y a 200 ou 300 personnes qui, pour l'instant, n'ont plus de locaux pour travailler. Donc voilà. Mais il semblerait qu'il n'y ait pas de pollution chimique. En parlant de pollution chimique, nous allons donc venir à Rouen, à Lubrizol. Alors, il y a une chose qui est un petit peu gênante dans cette catastrophe de Lubrizol. Au départ, il n'y avait pas de problème. Ce n'est quand même pas une catastrophe naturelle contre laquelle il n'y a rien à faire. Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi ESSOC, loi pour un État au service des sociétés de confiance du 10 août 2018. C'est une loi française visant à simplifier les relations de l'administration avec les usagers, notamment via l'introduction d'un droit à l'erreur et d'un droit au contrôle des administrés. Alors, sur le papier, ça paraît intéressant, c'est du gentil macronisme, on a le droit à l'erreur, on va assouplir un peu les règlements tatillons, certes. Alors c'est très bien quand on est un commerçant, mais ça devient problématique quand on est dans une usine Seveso, seuil haut, et qu'on se sert de cette loi pour contourner légalement, c'est bien ça le pire, toutes les autorités environnementales. Et le droit à l'erreur, on a vu ce que ça donne. Dans ce cas-là, 5253 tonnes de produits chimiques ont été détruites dans l'incendie dans la nuit du mercredi au jeudi 26 septembre. Donc on a le droit à l'erreur, certes, mais enfin, vous voyez le droit à l'erreur pour une compagnie aérienne ou pour une centrale nucléaire. Donc on peut même se poser la question, à Rouen, on est en train de se demander s'il n'y aurait pas aussi des dioxines dans l'air. Cette molécule, un ingénieur chimique et expert judiciaire nous a dit sur BFM qu'on ne sait pas les détruire, les dioxines. Fantastique, hein, on est dans une époque qui ne contrôle plus ses inventions, qui ne sait même plus se débarrasser ni détruire ce qu'elle fabrique. Alors, on peut dire que, quelque part, cette course au profit dans nos sociétés libérales avancées, à force de régner sur tous les budgets au nom d'une réduction de la dette, qui est la nouvelle religion, il faut réduire, et bien, l'enchaînement qui a mené à cette catastrophe, réfléchissez un peu, il faut savoir, il faut connaître qu'on diminue, sous prétexte de finances, le nombre de contrôleurs pour les usines, pour les sites, ce qu'on appelle les sites Seveso. Ils ne sont plus que 1246 contrôleurs à temps plein pour 1300 sites. Ils se sont mis en grève il y a quelques mois dans l'indifférence générale. Donc évidemment, avec un contrôleur pour un site, quand vous voyez les étendues des sites, autant dire que les contrôles dans la matière sont à peu près aussi fréquents que ceux de l'inspection du travail. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des failles. Et il y a une chose qui est quand même folklorique. L'éducation nationale n'a donné l'alerte et fait évacuer les enfants. Enfin, il n'a donné des consignes au chef d'établissement qu'à 10h du matin. Donc, depuis le temps que ça brûlait toute la nuit, ils s'en sont aperçus à 10h du matin pour donner les consignes de confinement
toutes les précautions qu'il fallait avoir faites pour limiter l'intoxication. Évidemment, les policiers présents lors de l'incendie sont tombés malades parce qu'ils n'avaient pas de masque. Oui, on se rappelle d'ailleurs qu'à Tchernobyl, on a envoyé les pompiers sans la moindre protection sur le site de la centrale, nucléaire. Tchernobyl, en fin de compte, a marqué le début de la fin pour l'URSS. Ça montrait un peu les limites de l'Union soviétique et de son aspect fonctionnaire qui était assez incompétent. Espérons que Lubrizol marque la fin d'un système qui fait de la sécurité de citoyens une variable d'ajustement. Non, la sécurité, c'est la sécurité. Et on ne rogne pas sur le coût de la sécurité, car ça va coûter bien plus cher, beaucoup plus cher, de réparer, d'indemniser toutes les personnes qui ont subi un préjudice, tous les agriculteurs, tous les exploitants agricoles, les éleveurs, etc., etc. Donc je peux vous dire que ça va coûter bonbon. Bien, maintenant nous allons venir à cet attentat. Cet attentat, qu'est-ce qu'un attentat? Le terme d'attentat suppose une intention politique. Alors, y avait-il vraiment une intention politique? En tous les cas, le contexte religieux a joué un rôle dans le passage à l'acte. Et l'épouse nous disait que même le tueur aurait entendu la voix d'Allah dans la nuit et il a crié Allahu Akbar dans la nuit. Même les voisins l'ont entendu. Enfin bref. Alors, effectivement, ce jeudi 3 octobre, à la mi-journée, un employé de la préfecture de police de Paris a agressé au couteau plusieurs de ses collègues à la préfecture de Paris. 4 victimes. Il a été abattu, bien évidemment, par d'ailleurs un policier stagiaire. Ça fait, je crois, 6 jours qu'il venait de rentrer à la préfecture. Il a eu du réflexe, chapeau pour ce bleu. Alors évidemment, au départ, c'était intéressant parce que cet assaillant n'avait pas crié Allahu Akbar. Je crois qu'il était sourd-muet. Bon. Alors au départ, on nous a privilégié, on nous a vanté l'hypothèse d'un coup de folie d'un agent administratif qui avait un conflit avec sa hiérarchie. C'était un homme de 45 ans, atteint d'un léger handicap de surdité, qui travaillait depuis 20 ans au service informatique de la direction régionale de la préfecture de police. Évidemment, 3 victimes, une femme, agent administratif et des policiers sont décédés. Alors au départ, on nous a dit que l'assaillant s'était converti à l'islam depuis un peu plus d'1 an. En fin de compte, c'est complètement faux et cela faisait beaucoup plus longtemps. Alors, soi-disant qu'il devait être convoqué par sa chef parce qu'il ne saluait plus les femmes. Alors, il y a différentes versions là-dessus pour savoir qui livrait. Il ne disait plus bonjour à certains, il ne faisait plus la bise. D'autres disent que si, enfin bon, qu'il buvait quand même le café le matin avec eux. Bon, enfin, de toute façon, il s'agit bien d'un acte prémédité, car le matin même, il est allé acheter un couteau en céramique de 30 ou 33 cm. Donc c'est bien la preuve que ça ne lui est pas monté comme ça à la tête. Alors moi, effectivement, j'étais très très surpris par la rapidité du traitement de cette info, à l'époque sur TF1, il me semble. Une certaine gêne des journalistes devant la réalité des faits qui leur saute à la figure. C'est dur d'admettre qu'il se passe quelque chose de grave dans ce pays, que des personnalités politiques et journalistiques, nous, également, nous alertons sur un état de fait. Et évidemment, les faits nous donnent raison. Ils avaient passé quelques journées à critiquer Zemmour qui nous parlait de l'islam. Et puis, bon. Enfin, au départ, pas un mot dans les journées télévisées des principales chaînes sur la conversion à l'islam du tueur de la préfecture. Rien non plus sur le mode opératoire. Il avait pété un plomb, il avait tué, mais personne ne parlait de couteau, parce que couteau, ça fait une résonance un peu islamique, donc il ne faut surtout pas en parler. On ne parlait pas du parquet antiterroriste parce qu'il n'avait pas été saisi. Hop, en 5 minutes, il y a eu un attentat, toc, tant de morts. Alors évidemment, on nous disait bien, attention, le prénom du tueur, c'était un Michael. Voilà, c'était surtout pas un Mohamed ou Abdallah. Donc, ouf, on est passé à côté. Évidemment, il s'appelait Mohamed ou Mokhtar.
On ne disait pas son prénom comme ça, ni vu ni connu. Enfin bon, on a quand même un agent administratif devenu un terroriste islamiste au sein de la direction du renseignement de la préfecture. A-t-il corrompu, a-t-il modifié des enquêtes de police? Ça, bon, on est en droit de se poser la question. Hein. Combien d'islamistes travaillent dans nos institutions, dans ce qu'on appelle les institutions régaliennes? Pourquoi des mesures de précaution ne sont-elles pas mises en place pour éviter ces infiltrations terroristes? Ou alors, elles sont insuffisantes. Quelque part, à quoi sert le renseignement français lorsqu'il est dans l'incapacité de détecter le danger qui est lui-même dans ses services? Enfin bon, bien sûr, je voudrais dire que nous avons eu l'enterrement ce matin, nous sommes de tout cœur avec les familles des 4 policiers tués en service, mais on peut quand même se poser la question, comment un individu proche de la mouvance salafiste, signalé après l'attentat, qui a été signalé après l'attentat de Charlie Hebdo, parce il excusait les terroristes parce qu'il trouvait que Charlie Hebdo allait trop loin, comment ce monsieur pouvait-il travailler au cœur de la direction du renseignement de la préfecture de police, et en particulier exercer des fonctions qui lui donnaient accès à un réseau informatique de cette direction, donc avec des informations très très sensibles. Pourquoi malgré un profil quand même un petit peu spécifique, M. Castaner nous dit c'est un homme sans histoire qui n'aurait jamais suscité le moindre signe d'alerte. C'est faux, parce qu'en fin de compte, plein de choses remontent à la surface maintenant. Et pourquoi, malgré les nombreux indices que révèle la presse ces derniers jours, a-t-il fallu plus d'une journée pour que le parquet antiterroriste se saisisse de l'enquête? Il y a quand même un enjeu de sécurité majeur, mais bon. Donc, vous apercevez qu'en fin de compte, tout le monde montre une méfiance, une défiance généralisée envers la parole publique. C'est ceux qui nous y convertent, tentent de masquer l'impuissance de l'État par le déni de la réalité. M. Castaner est certainement le premier à nous raconter des bobards. Alors, comme je vous l'ai dit, l'épouse nous a affirmé que son mari avait une crise de démence dans la nuit, il a entendu des voix, et il s'est réveillé brutalement, et puis du coup, au matin, il a dit « je vais acheter un couteau ». Alors, je crois qu'il s'est converti, non pas en 2017 comme on nous l'a dit, ou 2018, mais bien avant Charlie, donc avant 2015. Alors, on vous dit au départ, ah oui, mais aucun lien n'est établi entre sa conversion et son acte, précisent les sources. Aucune trace de radicalisation n'aurait été identifiée par les enquêteurs jusqu'ici. Ah, il était introverti, gentil. Parfois, il n'était pas pris à sérieux, mais bon, soi-disant qu'il était en conflit avec sa hiérarchie. Alors du coup, je suis en conflit avec ma hiérarchie, je prends un couteau, puis en fin de compte, je ne tue même pas ma chef, j'en tue 4 autres. Bon, effectivement, donc aujourd'hui, il y a eu l'hommage à Damien, major de police de 50 ans, Brice et Anthony, tous deux gardiens de la paix de 38 ans, et puis Aurélia, 39 ans, une gardienne de la paix affectée à la direction de la sécurité de la proximité de l'agglomération parisienne. Et voilà, ce fameux Michael a utilisé un couteau en céramique avec une lame d'une 30aine de centimètres. Et on nous disait il y a encore 2 jours, la piste d'un acte prémédité est étudiée. Non mais attendez, enfin bon. Alors on a appris quand même qu'il y a sur 150 000 policiers, il y en a 30 qui sont suivis pour radicalisation. Et sur 43 000 policiers qui travaillent à la préfecture de police, il y en a 15 qui sont suivis pour radicalisation. Cette information a été donnée par l'ancien préfet Michel Delpech. Donc ces personnes sont surveillées. Maintenant, elles sont au courant. Il y a même un député LR qui nous a confirmé ceci. Tout va bien. Mais le problème, c'est qu'on a trouvé chez lui une clé USB avec des milliers et des milliers de coordonnées. Alors, il était habilité secret défense. Donc, il disposait notamment des adresses de chaque fonctionnaire. Et donc, va-t-on assister à un séisme au sein du renseignement? Il y a des hypothèses qui pointent donc vers un acte djihadiste. Ce serait la première fois qu'une telle attaque est commise de l'intérieur, même de l'appareil sécuritaire français. Ce Michael Harpon, agent administratif, était en charge de la maintenance des ordinateurs du millier de fonctionnaires du renseignement parisien.
Disposant d'une habilitation secret défense, il avait ainsi accès à des informations ultra sensibles, entre autres celles en lien avec la lutte contre l'islam radical. Plus inquiétant, il disposait des adresses de chaque fonctionnaire. Pas de doute que ces informations, si ce terroriste était lié à une entreprise islamiste, ces informations peuvent être tombées, avoir été communiquées dans de mauvaises mains. En tous les cas, comment dire, aucun indice n'a attiré l'attention sur Michael Harpon avant qu'il ne passe à l'acte. Pourtant, on pourrait penser qu'il y avait eu une enquête administrative approfondie. Le fait qu'il aille tous les matins de très bonne heure à la mosquée, etc., ben, faut croire que non, voilà. Hein. C'est plus facile d'aller contrôler les gilets jaunes ou de leur taper dessus, mais bon. Alors, okay, heureusement, on a trouvé des données déjà dans son téléphone. Et alors, figurez-vous que le matin même, à sa femme, il lui a parlé de l'achat du couteau, en céramique, hein, pour ne pas être détecté par les portiques de sécurité. Et l'épouse, qu'on a relâchée, hein, bon, lui avait quand même dit, elle était au courant, hein, elle lui a dit « Seul Dieu te jugera, Allah Akbar ». Voilà, à part ça, elle n'est pas complice, hein, et donc il faut la relâcher. Alors, il avait un lien avec un prédicateur de la mosquée de Val d'Oise. Alors, d'après la mosquée de Gonesse, la ville où il résidait, il n'avait jamais donné aucun signe d'une pratique extrême de sa religion. Et il s'était converti il y a déjà plusieurs années. Certes. Alors, moi, je vais vous dire une chose, c'est... Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut rien entendre. On est d'accord, d'ailleurs, ça fait penser à ce monsieur qui était atteint d'une surdité. Mais je me souviens que lorsque nous avons eu un petit attentat rue Victor Hugo dans une rue piétonne, le surveillant en situation irrégulière qui avait posé la bombe, qu'on a vu partir à vélo. Mais comme par hasard, les images n'étaient pas nettes. Donc on ne voyait pas que c'était quelqu'un issu de l'immigration. Et c'est une fois quand on l'a attrapé qu'on a su vraiment, mais au départ c'était flou, hein, très très flou. Hein. Ben, ce terroriste en situation régulière était quand même surveillant dans un lycée de la ville. Donc qui fait les contrôles? Donc avec l'attentat à la préfecture de police, on découvre que le terroriste a fait l'objet de signalements pour radicalisation et continue à travailler pour nos services de renseignement. Alors quelque part, je vais vous dire, c'est quand même très très navrant parce qu'on est exposé à deux dangers. On est menacé par ce terrorisme islamiste et en même temps par l'incurie de nos dirigeants qui ne font rien pour trouver les failles du système et qui en plus refusent de voir où est le problème. Alors quand on voit les premières interventions de Castaner, ce n'est pas un attentat, c'était un espèce de coup de blues. D'ailleurs ces gens, si on en mettait les preuves devant les yeux, ces sinistres ministres trouveraient encore le moyen de dire le contraire. Vous voyez, à Lyon, c'est le pays de guignols, hein, mais en fin de compte, nous en avons des guignols, je pense, tout ce qui est mairie, métropole, etc. Mais enfin, bon, on a exporté les guignols au gouvernement. Puis d'ailleurs, on a un ministre de l'Intérieur qui vient de Marseille, hein, comme Gaston Defferre, qui a eu des relations sulfureuses. On pourrait dire, n'est pas, en français un magouilleur, n'est pas Vidocq qui veut, n'est-ce pas? Alors, j'ai appris une chose à l'instant. Il y a un appel à la révolution, il y a comment ça s'appelle, dans les banlieues, appel à la révolution islamique dans les banlieues en mémoire du terroriste Michael Harpon. Alors, Adama Traoré, militant associatif à Aulnay-sous-Bois, appelle à une manifestation à Gonesse ce jeudi 10 octobre pour protester contre la désinformation autour de l'attentat de Michael Harpon. En effet, donc ce jeune révolutionnaire prétend que ce n'était pas un attentat islamique. On se moquait de lui au travail, à cause de sa surdité, on le surnommait Bernardo. Et c'est pour ça qu'il a craqué, c'est-à-dire que ça fait 20 ans, et puis au bout de 20 ans, oh mon Dieu, on se moque un petit peu de moi, on lui a donné un surnom, je vais prendre un couteau, je vais tuer 4 personnes. Et ben dis donc, voilà,
Donc pour lui, il a juste pété un câble. Hein. Mais bon, alors ce monsieur Traoré dit vouloir rétablir la vérité, communiquer différemment sur Michael. C'est une personne qui a craqué, qui a pété les plombs, qui a commis l'irréparable, hein, mais non pas parce qu'il s'est un terroriste, mais il a craqué sous la pression de conditions de travail, hein, et surtout d'une vie difficile, d'un contexte difficile pour lui. Voilà, écoutez, il avait une petite femme, il avait 2 enfants, une femme musulmane qui était d'accord avec lui sur ses thèses religieuses. Donc voilà, il avait quand même depuis 20 ans un poste de fonctionnaire à la préfecture de police. La pression des conditions de travail, oh, les mecs, hein. Alors, ah oui, d'ailleurs, il nous dit, Michael Harpon, c'était une crème, hein, non, c'est nous, hein, on transforme tout en revendication religieuse, voilà, bon, c'est juré, hein, après l'histoire de Michael Harpon, il n'y aura plus un être humain en France qui ne pourra se permettre de salir une religion du livre, ne l'oubliez pas. Donc, nous sommes menacés par des personnes des banlieues, qui nous interdisent d'avoir le droit de nous défendre et de décrire les faits. Alors, ce monsieur, avec toute sa bande de terroristes islamistes, nous dit on a le bras long, n'oubliez jamais, la révolution islamique est en marche. Ils ont fabriqué un terroriste, donc il parle en fin de compte des services de l'État. Alors, ce qui est intéressant quand même de savoir, c'est que ce monsieur qui était une crème avait quand même sur sa clé USB des scènes de décapitation de chez Daesh qui ont été effacées, on les a retrouvées, qui avait donc tout le fichier de personnel de la préfecture avec les adresses et tout, des milliers de données, mais à part ça c'était une crème, hein. Il a juste pété un plomb, il s'entendait peut-être pas avec sa femme, je ne sais pas, mais voyez, donc moi chez moi j'ai pas de décapitation de Daesh, hein. Je suis vraiment une crème, mais voyez, donc, enfin bon, on se moque de nous, appelons un chat un chat. Il y a des gens qui sont fanatisés par la religion, par certaines choses qui font qu'à un moment, et ben voilà, ils passent le cap. Bon, c'est comme ça. Voilà, on ne fait pas d'amalgame avec tous les gens qui pratiquent l'islam tranquille chez eux, mais bon, il y a certains qui se laissent influencer au fur et à mesure, et c'est ça qui est très dangereux parce que ça peut être votre voisin que vous saluez, moi j'en ai un, 4 ou 5 fois par jour, il va à la mosquée, je le croise, bonjour, au revoir, merci. Voilà. Et peut-être qu'un jour, pour X raison, il va péter un plomb, je sais pas. Il va voir ma vidéo, il va se dire, oh celui-là, c'est un mécréant, je vais le saigner. C'est pour ça que d'ailleurs je vais déménager. Hein, bon, enfin, bref. Voilà. Enfin bon, je reparlerai plus longtemps d'immigration, hein, ça fait déjà 22 minutes. Je voudrais quand même parler de, comment dire, les ONG. En fin de compte, c'est tous des ONG qui sont financées par des milliardaires, qui sont pro-migrants, qui n'écoutent même pas Frontex, qui n'écoutent pas les gardes-côtes italiens ou d'autres. Et ces passeurs se font payer, les passeurs libyens et autres, se font payer une grande partie du coût du voyage par les ONG, qui sont vraiment animés par une idéologie sans frontières, sans frontiériste. Et le problème, c'est qu'on ramène des tas de gens, et 80% des migrants sont déboutés du droit d'asile en France, mais ils ne sont jamais reconduits à la frontière. Donc, ce qui nous fait que depuis l'investiture de Macron, on a à peu près 500 000 personnes d'origine étrangère qui sont arrivées en France, qui ne sont jamais reparties. Parce que 200 000 visas, plus ci, plus ça, plus ceux qui ne repartent jamais, etc., etc., les visas réguliers et les irréguliers. Au total, on a 500 000 personnes en plus à la charge de l'État, à la charge de nos cotisations. Pour en revenir à un pays qui reçoit beaucoup de migrants, qu'est la Grèce, il n'y a plus de personnel pour juger les clandestins. Comment voulez-vous lutter contre l'immigration illégale sans la volonté, déjà une chose, sans se cacher les yeux, et sans les outils nécessaires? Il faut savoir qu'il y a une volonté idéologique d'imposer le multiculturalisme à des peuples qui ne sont pas demandeurs. Nous ne sommes pas demandeurs. Nos nations ont mis des siècles à se constituer. Hein. C'est une certaine harmonie. Les nations, elles se fabriquent durant des siècles. Et après, on a le sentiment d'être français, d'être
breton, français, alsacien, français, mais d'être quand même, avoir une unité nationale qu'est la France. Et on a traversé bien des remous, effectivement, dans nos pays. Il y a eu des révolutions, il y a eu parfois des guerres entre religions, des guerres entre régions. Les Bretons voulaient leur indépendance, enfin, vous voyez, les Basques, etc. Bon, il y a eu quand même un sentiment qui a fait qu'on réussit à faire une nation. Une nation aussi, elle se fait parce que quand on est sous la menace d'autres pays, comme cela s'est fait quand il y a eu les guerres contre l'Allemagne, ça a forgé le sentiment national, on était envahi par des Allemands, donc quelque part tout le monde se sentait français, alors que peut-être dans les années 1900-1920, il y avait encore beaucoup de gens qui ne parlaient pas le vrai français, mais qui parlaient des patois provençales, basques, etc. etc. Et ce n'était pas si uniformisé que maintenant. Hein. Mais donc, on est arrivé à un État. Donc, on a mis des siècles à constituer cet État. On a traversé bien des remous pour avoir une certaine forme d'équilibre. Et maintenant, en quelques décennies, on cherche à tout chambouler. Et c'est la folie pure, quoi, je veux dire. En mettant 10, 20, 30, 40% de population étrangère qui n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes bases. Voilà. Après, nous n'avons pas les mêmes niveaux d'évolution, la même culture. C'est comme ça, je veux dire, c'est pas un jugement de valeur, je me sens supérieur à personne, mais quelqu'un qui habitait tel endroit, etc., et qui se retrouve parachuté dans une ville, même chez nous, vous parachutiez un gars qui était au fin fond de la campagne, dans la Lozère, au fin fond de la Haute-Loire, qui connaissait à peine l'électricité, qui se retrouverait dans le métro, le RER, la Wi-Fi, Internet. Oui, bon. Là aussi, on a des gens qui n'ont pas le même stade d'évolution, et donc du coup, on parachute des gens qui ont encore des préjugés. Il ne faut pas que les femmes elles soient soignées par des hommes, des fois. Il faut masquer sa femme, la cacher. Non, mais attendez, c'est bon, quoi, je veux dire, voilà. Bon, enfin, il y a tout un tas de systèmes qui fait que le mélange ne peut pas prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et puis alors qu'en plus, vous avez une séparation par la religion, et quand ces gens pensent que leur religion est supérieure à la loi, que la loi de la religion, la loi religieuse est supérieure à la loi civile de l'État, et que, au fin de compte, vous trouvez que les gens qui vous accueillent sont simplement des mécréants, tout bons à attendre, à prendre les allocations, et puis éventuellement, si on n'est pas d'accord avec eux, à les égorger. Quand des migrants se permettent dans un quartier, quand on leur dit qu'ils font du bruit, leur dire que c'est leur quartier c'est l'Afrique, et que, comment dire, quand on vous dit en plein cœur de Lyon, ici le quartier c'est l'Afrique, et si tu n'es pas content, tu ne vas pas faire long feu. Quand on menace des gens qui habitent depuis des années et des années dans un quartier, ça en dit long. Il y a certains invités qui ne méritent pas d'être invités. Voilà. Sur ce, moi je me base, vous voyez, j'essaie de ressentir tout ce qui se passe, et le désespoir des gens, voilà. Je me base là-dessus, hein. C'est pas les mecs dans leur ministre, hein, nos sinistres ministres qui vous sortent des trucs. Ah, par contre aujourd'hui, un Macron, fantastique Macron. Ah, on aurait cru on avait presque envie de croire ce qu'il disait, hein. Oui, on va se battre contre l'immigration, on sortira vainqueur, etc., etc. Ah oui, mais il a pris des cours de comédie, hein, dès 15 ans, hein, avec Brigitte. Hein. Alors franchement, vous le regardez, c'est, je sais pas moi, comment dire, il est génial. Hein. Il est génial au niveau comédie, il est génial. En politique, non, en politique migratoire, non, mais alors, je sais pas, on dirait Kennedy, vous voyez, d'ailleurs il se la joue à la Kennedy d'ailleurs. Mais écoutez, regardez aujourd'hui là pour l'hommage, mais franchement, hein, on dirait vraiment qu'il veut s'en prendre à l'immigration. Hein. Il a fait rentrer 500 000 personnes, mais il se réveille maintenant. Oh non, mais vous plaisantez. Non, c'est de la folie. Enfin bon. Voilà. Écoutez, à très bientôt. On parlera peut-être de Zemmour la prochaine fois et de l'immigration en général. Vous verrez. En tous les cas, merci. Merci pour les commentaires. Merci pour les partages.
On est toujours mobilisé pour les futures élections, ne vous inquiétez pas, avec ma liste pour une métropole plus propre en 2020 sur la région lyonnaise. Je cherche, j'embauche, donc n'hésitez pas à me joindre. Voilà, sur ce, merci encore. J'espère qu'on n'aura pas l'occasion de parler encore d'autres tragédies humaines dues à la religion qu'on veut nous imposer. Voilà. Respect aux personnes qui sont décédées, aux innocentes victimes de la barbarie. Voilà. Merci. Au revoir.